c'est Thomas Le Bouvier, mais vous pouvez l'appeler l'homme à la muco. Il y a 15 ans, Thomas a été greffé des 2 poumons. C'était ça ou être emporté par la mucoviscidose. Une greffe, c'est comme une nouvelle maladie. Il y a la fatigue, les traitements, le risque de rejet et une capacité respiratoire franchement réduite. Pour vous donner un repère, quand vos poumons vous apportent 100% d'oxygène, les siens ne fonctionnent qu'à 58%. Mais ces 58%, on peut dire qu'il en fait bon usage. En 2022, Thomas s'est lancé un défi, aller jusqu'au Cap Nord, soit le point le plus au nord de toute l'Europe, seul, sur sa moto. Les médecins le lui avaient déconseillé et il a cru plusieurs fois qu'il allait devoir jeter l'éponge. Mais il a réussi et ce challenge a complètement changé sa vie. Il lui a permis de faire entendre sa voix, il lui a donné de la confiance et aussi un certain sentiment d'accomplissement. Sauf que quand on arrive au bout d'une aventure, on n'a qu'une envie, en commencer une autre. Aujourd'hui, Tom veut pouvoir raconter sa maladie, donner la parole à ceux qui la vivent au quotidien. Il veut que les gens comprennent ce que cela veut dire en 2024 d'être atteint de la mucoviscidose. Alors il a été voir la Massif pour leur proposer de l'accompagner sur son nouveau projet, réaliser un tour de France de la muco. Et ils ont dit oui. On était plus dans une approche personnelle sur le Cap Nord. Là, cette année, on est beaucoup plus dans le partage, aller à la rencontre de gens qui sont dans les mêmes situations que lui, au travers de la communauté des motards. C'est en plein dans des messages qu'on porte, des valeurs que l'on véhicule. Puis cette envie de partager, de dire que le champ des possibles est ouvert et quelle que soit la situation, on peut, avec de la volonté et puis cette solidarité, on peut faire plein de choses. Donc beaucoup de respect, beaucoup de respect. I don't wanna stop at the casino. I don't wanna stop and see the broken lights. I wanna stay down your broken face. I wanna break down in your embrace. Bon, tu l'as celle-là? Oui, on l'a eu. Bref, pour commencer son périple, Thomas a voulu rencontrer Émilie près de Carpentras. Émilie, c'est une cavalière. Elle monte depuis qu'elle est toute jeune. Votre cheval, messire? Ah, merci, gentille dame. Mais non. Non? Ah putain, bah, j'ai envie d'essayer, mais en même temps... T'as déjà, me regarder avec ses grands yeux de haut, là, déjà, c'est un peu flippant. C'est super haut. Hein. Ouais, mais c'est C'est super haut. Si t'es pas bien, tu descends. Hein. Ok, doucement. Non, t'inquiète. Elle va pas les louer. Ah, elle va mettre des coups de tête à moi, en fait. Tu filmes, hein? Parce que je remonterai Reste pas. là, Hein. s'il te plaît. Je pensais que t'allais passer. Non, reste là. Camélia. Ah là. Ouh. Ouais, on est deux. C'est bien, t'es sage. La mucoviscidose a relativement épargné l'enfance d'Émilie. Elle a même pu mener pendant un temps une carrière dans le milieu du cheval. Mais à partir de ses 25 ans, son état a commencé à se dégrader. La muco lui provoquait du diabète, de la fatigue. Elle commençait à moins bien respirer. Jusqu'à ce qu'un traitement révolutionnaire arrive sur le marché, le Kaftrio. En fait, ça a absolument tout changé. Moi, j'ai eu droit au Kaftrio le 23 juillet 2021. Le jour où je l'ai pris, j'étais en pleurs en me disant « ça va marcher Ouais. ». Et le jour de ma prise, j'étais à 54% de capacité respi. D'accord. Entre 54 et 60. Mais ce jour-là, j'étais particulièrement basse Il d'ailleurs. faut bien retenir ce chiffre. Donc je l'ai pris à 9h ou 10h du matin. Je suis rentrée chez moi parce qu'on a pris la première prise au CRCM. Ouais. Et j'ai commencé à avoir une purge, donc mes poumons qui se sont vidés tout de suite. Le lendemain, sur mon petit EFR à la maison, mon petit appareil, j'avais passé les 70%. Oh putain. Voilà, incroyable. Ah ouais, bah tu vois, c'est toujours un truc. Alors moi, je connais pas parce que j'ai pas eu ça. Et même là, quand on m'en parle, tu vois, j'ai du mal à y croire. Hein. Oui, mais toi, ça a été un peu ça aussi, le réveil de la greffe, non? Oui, voilà, moi, je transpose par rapport à la greffe. Eh ouais. Mais bon, la greffe, c'est quand même. C'est une lourde opération. Ah, c'est Il y a violent, bah oui, c'est sûr. Moi, à je suis part resté tousser, quand il même m'est rien 6-7 arrivé, mois à hein. l'hôpital, c'était Putain. quand même très long. Et là, toi, t'as juste pris un médicament. Enfin, Exactement. Ça Ah, reste c'était une dingue. prise avec Ah. un verre d'eau et puis ça s'arrête là, quoi. Exactement. Ouais, donc ça, c'est encore quelque chose que moi, Incroyable. j'arrive pas à visualiser, en fait. C'est oui. quelque chose qui... Bah, c'est-à-dire que même quand je t'en parle là, j'ai l'impression que c'est pas vrai. Il faut rappeler quand même que le Kaftrio, parce que c'est important de le dire, le Kaftrio, c'est un médicament qui a révolutionné la prise en charge et les soins sur la muco, mais ça ne solutionne pas tout, parce qu'elle n'est pas accessible à tous et ne marche pas sur tout le monde. Et puis on sait pas combien de temps ça va marcher. Et on sait pas, on n'a pas assez de recul. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu quels sont les effets secondaires de ce médicament? Alors il y en a plein et ils sont très évolutifs. Donc Oui. moi j'ai pris le Kaftrio le 23 juillet, j'ai passé un mois d'août et un mois de septembre fabuleux. J'ai eu de la chance, j'ai rencontré Mathieu mi-septembre. Donc juste avant mes effets secondaires pourris, tu vois, Il a j'étais eu de la encore chance. super jolie, j'avais une forme incroyable. Et après je me suis mise à avoir de l'acné, tu vois, comme une petite comme meuf quoi, de c'était 14 ans. vraiment bien vu avant. Ouais. hein, ouais, J'ai bien fait de le rencontrer avant Ouais. parce que d'un coup j'ai eu 14 ans. J'entendais plus très bien. J'avais des espèces d'acouphènes, tu vois.
Donc c'est bien, il me parlait, je l'entendais pas, c'était parfait. Aussi, ça peut faire durer une relation, ça, tu sais, de pas entendre ta moitié. J'ai eu les cheveux qui ont cassé, donc j'ai dû me couper les cheveux très courts. On est passé de quelqu'un de super à... voilà, quoi, tu dis, à bon, quelqu'un en transformation. Bon, ça, c'était les effets sympas. Et en fait, il y en a un qui est énorme, c'est sur le moral, et j'ai fait une méga dépression. Voilà, ça, on m'en a pas... Enfin, j'ai entendu parler surtout de ça. Ouais, que qu'il c'est y le plus avait lourd, en fait. Voilà, qu'il y avait un gros côté dépressif. Mais ça, c'est arrivé après, Ouais. en fait. C'est-à-dire qu'une fois que j'étais bien fracassée, que je ressemblais plus à rien, je me suis mise à pleurer dans les rayons d'Intermarché parce que je trouvais pas des chocs à pic, tu vois. Et là, tu te dis, t'as touché le fond quand même. Ah, Donc, et puis c'était les débuts. Donc, au CRCM, tu sais, quand tu vois le psy, il disait oui, mais c'est normal, le diagnostic de vie est parfois plus violent à encaisser que le fait de devoir décéder, en fait. C'est-à-dire qu'il m'expliquait que, comme normalement, je devais avoir une vie un peu de merde, pour dire ça poliment, le fait que finalement tout aille bien, ça peut être effrayant, ça peut faire un vide et ça peut rendre dépressif. Oui, parce que ça te fait des perspectives que tu n'avais pas envisagées. Que tu n'avais pas prévues. Tu été perdu. Voilà. Donc au départ, ils ont dit c'est ça. Oui, bah, donc ils m'ont laissé un peu nager comme ça, mon vagabonder dans l'acné. Voilà, tout ça. exactement. Et au mois de mars, ils m'ont mis des antidépresseurs parce qu'ils se sont rendus compte qu'on était de plus en plus. Ah bah c'était obligatoire. Okay. Sinon je n'en serais pas sortie. Non, ça y est, on a réussi à arrêter. Tu m'expliquais que tu étais dans un parcours de PMA. Ouais. Voilà. Parce que quand tu as la muco et que tu es une femme, avoir un enfant, c'est plus difficile que pour un homme. Est-ce que tu peux expliquer aussi qu'est-ce que t'a apporté le CAF Trio par rapport au projet de faire un enfant? Alors le CAF Trio, il ne va pas forcément faciliter le fonctionnement de mon corps, même s'il peut un petit peu l'alléger puisque ça fluidifie tous les mucus, hein, donc probablement que aussi déjà, au niveau de l'appareil reproductif, ça peut fonctionner. Tu es en bonne forme aussi, exactement. tu respires bien. C'est surtout ça la différence, c'est qu'en fait là j'ai une vie qui est quasiment normale et que j'ai une santé qui est bien, je suis grasse comme un loukoum parce que j'ai pris 10 kilos depuis le CAF Trio, donc je peux faire un enfant. Donc là on va dire que toi tu as toutes les cases ouvertes pour faire un enfant. Exactement. Maintenant on n'a plus qu'à croiser les doigts, les orteils et voilà. Ok. Espérer que ça fonctionne. Et devinez quoi? La PMA a fonctionné. Quelques semaines après cette interview, Émilie est tombée enceinte. Et même si ça semble un peu anecdotique à côté, elle a aussi fait partie des porteuses de la flamme olympique. Mais on le disait, aussi miraculeux que puisse être l'impact du CAF Trio sur certains mucos, de nombreux malades n'ont pas la chance de pouvoir en bénéficier. C'est le cas de Sonia, qui n'a pas supporté le traitement et qui a finalement dû être greffée des poumons il y a 2 ans. Ah, c'est Nîmes, c'est le sud. Hein. J'ai pas l'habitude, en Bretagne il fait froid. Et il pleut. Sonia vit à Nîmes et elle est illustratrice. Elle a lancé plusieurs collections jeunesse avec une rédactrice sous le nom des Éditions de la Plume. Toujours autour du thème de l'inclusion et souvent pour des enfants atteints de maladies incurables. Alors forcément, la muco est un thème qu'on retrouve dans pas mal de ses dessins. Tu vois, comme j'écris une BD sur ma greffe, bah ça, ce sera sûrement la page de couverture. Mais c'est vraiment dans l'esprit du combat, tu vois, tu te laisses pas aller. Voilà. Il y a le petit crayon. Ouais, voilà. La perf, l'oxygène, il y a tout. Ça illustre très très bien. C'est vraiment bien illustré. Hein. Puis ça parle, c'est simple en plus, c'est pas des dessins trop compliqués à comprendre, ça reste quelque chose d'assez simple. En fait, il faut que ça parle aux gens oui, voilà, parce que c'est pour les aider aussi. C'était un moyen de retranscrire ce que je ressentais, mais qu'eux aussi puissent se sentir compris et puis se dire « Ah, regarde, tiens, c'est comme ça que je me sens ». J'arrive pas à mettre des mots sur ce que je ressens, mais là, il y a l'image. Et puis même des fois, quand on t'explique, les gens comprennent pas forcément. Ça, puis là, j'ai voulu faire de l'humour, tu vois, avec la pharmacie, genre que j'allais faire mon shopping. Avec tous mes trucs, toujours la perf, toujours l'oxygène, tout. C'est bien fait, hein. Si je pouvais dessiner comme ça, je me mettrais au dessin. Non, moi, j'ai pas ce talent-là. Là, c'est après la greffe où j'ai décidé de montrer en fait à quoi ça ressemblait. Tu vois, j'ai fait une petite légende là. Qu'est-ce qu'il veut dire quoi? Ouais, c'est bien parce que moi, tu vois, Enfin, voilà, moi, jamais, il y a 15 ans, j'ai jamais vu un truc pareil avant greffe, quoi. Pour le coup, quand j'avais 15 ans, je suis vraiment entrée dans le monde muco pour vraiment m'informer de ce qui se passait, la maladie, tout ça. Et comme j'ai des mutations qui sont extrêmement rares, je savais que tout ce qui est nouvelle thérapie, ce serait jamais pour moi. Parce qu'avec mes mutations, on est 5 en Europe. Quand j'ai vu que je commençais à avoir du mal à marcher, que j'avais l'impression que j'allais m'évanouir, tout ça, et que j'allais avoir besoin d'oxygène, en fait, j'ai été très active dans mon combat, où j'ai pris les devants à chaque fois. J'ai dit là, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut qu'on mette quelque chose en marche. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as eu le fameux coup de téléphone? Alors déjà, c'était quel jour? C'était à quelle heure? Et c'était où? Parce qu'en général, ça, on s'en rappelle bien. C'était le 17 octobre, le jour du don d'organes, à 18h03. Ah, c'est marrant, moi je suis du 16 octobre. Moi je suis né le 16 octobre, tu vois. Du coup, en fait, j'avais un téléphone spécial pour la greffe,
à Ah, côté. d'accord, ok. Parce que je voulais pas être là à sauter à chaque fois sur mon téléphone dès que ça sonne ou autre. Oui, ça peut être un peu stressant dès que tu as un appel. C'est effectivement, ça. ouais. Et en fait, sur mon téléphone de greffe, c'était toujours des démarchages qui appelaient. Donc au début, j'avais un choc et puis à chaque fois, je me disais, bah non, c'est bon, je sais que c'est pas ça. Finalement, l'appel a eu lieu sur mon téléphone normal. Et ça a été assez simple, c'est « Allô, vous êtes bien Sonia? Oui, on a un greffon pour vous. » J'ai dit « Pardon? On a un greffon pour vous. » J'ai dit « Ah d'accord, bon, ben, on vous attend à Marseille dans 2-3 heures. » Ah ouais, aussi simple que ça en fait. Ça a été vraiment très rapide. D'accord, parce que moi j'ai pas eu l'appel, c'est mon père qui l'a eu. Et c'est pareil, je me rappelle très bien de ce qui s'est passé. Donc c'était vers 23h minuit. J'entends mon père qui rentre dans l'escalier, qui défonce la porte, qui me dit « Allez hop, tu te prépares, on y va. » Et c'est quoi du coup? Parce que moi j'ai eu un réflexe auquel je m'y attendais pas. C'est que j'ai vraiment eu un mouvement de recul. Et j'ai pas voulu y aller alors que j'attendais que ça. Il y a ce moment en fait où ça faisait comme dans les films, je trouve, quand j'étais poussée dans le lit, en brancard comme ça, et que ma famille me suivait jusqu'aux portes, et qu'elles étaient en pleurs, et moi j'étais là, tout va bien se passer, tout va bien se passer. Ça faisait très film américain, quoi. Ouais, c'est un peu particulier. J'ai aussi des souvenirs, bon, c'est pas de très très bons souvenirs, mais bon, ça fait partie du jeu. Alors moi Ça j'ai eu une greffe, j'avais un greffon nickel, j'ai eu une opération nickel, j'ai tout eu nickel. Bon, Elle a super. duré 8 heures, comme il faut, Ah ouais, pile poil. ah ouais, moi ça a duré 15 heures. À 15 heures, oui, c'est que tu avais des grosses complications. Ouais, moi j'ai fait un décollement des 2 poumons, j'ai fait une hémorragie, enfin ouais. D'accord, oui, t'as eu Ouais. une opération compliquée. Je voulais déjà mettre ma petite touch. Moi, je me rappelle quand j'étais à peu près en capacité d'arriver à faire des petites choses, tout en étant alité, je ne savais plus écrire, je ne savais plus parler, j'avais du mal à réfléchir de façon très logique. Marcher, c'était une catastrophe. Ouais, ça je me rappelle, quand j'avais enlevé la... Il me disait oui, il faut pas trop regarder, il faut pas trop toucher, puis bon, bah, forcément, il y a un moment quand tu es tout seul, tu regardes quoi. Et j'avais regardé, j'avais dit, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils m'ont fait, quoi. Tu regardes, tu fais, ok, t'as 4-5 drains qui te sortent du bide à droite à gauche, tu vois les broches, enfin, c'est comme des agrafes, hein. Mais t'en as partout là, t'as la trachéo, tu fais, putain, mais moi j'ai signé pour une greffe, quoi, j'ai pas signé pour être refait de partout. Et en plus, ils te voient avec les agrafes et tout ça, ils disent, ah, c'est super beau, hein. Ouais, c'est bien fait, hein. On dirait un massacre. Ouais, c'est ça, c'est bien fait, c'est beau, hein. Tu fais, ouais, non. Et donc, comment se passe la reprise chez toi? Est-ce que tu as pu, pourquoi pas, reprendre des études, te mettre dans quelque chose qui te plaît? Raconte-nous un peu ta réhabilitation chez toi. En fait, 2-3 ans avant la greffe, j'avais commencé le dessin. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a porté pendant l'attente de greffe. Parce que je l'ai partagé sur Instagram à travers des dessins, mais aussi des stories, mon parcours d'avant-greffe, mon attente de greffe. Et puis quand je suis sortie, c'était vraiment mon fil d'Ariane en fait, c'était reprendre le dessin et reparler de tout ça. Donc tu avais un objectif Mon objectif c'était le dessin. Et je me suis remis des projets, je me suis dit, déjà le document qu'on m'a donné pour l'attente de greffe, quand on fait ton bilan pré-greffe, je l'ai trouvé nul. Et j'en ai parlé à l'équipe médicale, tout ça, et du coup je me suis dit, après la greffe, je ferai un carnet avec mon BD pour expliquer aux patients qu'est-ce qui les attend vraiment. Ouais. Et vraiment les préparer à tout, l'aspect psychologique, physique, à l'avant-greffe, à la greffe et à l'après. Comme ça, ils savent vraiment ce qui va se passer. Ah, c'est important ça. Sonia a prévu de sortir sa nouvelle bande dessinée dans le courant de l'année. Et Thomas nous a avoué que cette interview l'a un peu remué. Ça a fait remonter les souvenirs pas toujours simples de sa greffe, avec des moments où il a carrément dû lutter pour sa vie. Ça lui a aussi rappelé pourquoi il se sent aussi bien sur une moto et pourquoi il aime tant cet univers. Bonjour Mathieu. Lui, c'est Mathieu. Il tient un garage de moto ancienne à Avignon. Il a accepté d'héberger Thomas quelques jours pendant son tour de France. Il a 2000 à l'heure et... À 2000 en ce moment, je suis un peu au ralenti. Hein. Le Hier soir, à 20h, ouais, par contre... ouais, j'étais pas très... Un bébé, à ouais. 20h hier, je suis fatigué, il vient me coucher. Attends... Et alors il te chauffe un peu sur la moto, il te provoque un peu, il fait son kéké comme avec Ah, il a l'air un peu chaud, ouais. Il veut montrer, hein, mais... Oh putain, ça on le mettra peut-être pas, hein. Non, en même temps, hein. il a du mérite quand même pour conduire les bécanes qu'il conduit, la taille... C'est vrai que c'est pas souvent que tu vois une chips sur une moto. Ah, ça, la chips, quoi. On n'a pas été roulé en virage, parce que je suis sûr qu'à mon avis, je peux... Allez. Sur circuit aussi? Ah non, ça, circuit, je pense que non. Ça, je reconnais humblement que j'ai aucune expérience en circuit. Et toi, je t'ai vu rouler en circuit, tu roules fort. Et les photos que tu avais mis, une fois, je fais ah, pose le coude, je crois. Ça veut rien dire, ça, tu sais. Hein? C'est pas parce que tu poses le coude que tu roules vite. Hein. Faut un peu de vitesse quand même. Faut se méfier des apparences, la preuve, regarde. Eh oui. Pendant ce périple en France, Thomas a franchi des cols de montagne. Il a admiré des vues parmi les plus belles du pays. Il a pris le temps de savourer l'existence, d'échanger avec des motards de tous les horizons.
Il a pu sentir le soutien inconditionnel de ses partenaires et toute la solidarité qui existe dans ce monde magnifique de la moto. Thomas a roulé avec des inconnus qui se déplaçaient juste pour l'aider à porter sa cause. Il s'est nourri de la force que peut apporter le collectif, toutes les formes de collectifs, des simples citoyens aux associatifs qui consacrent leur temps et leur énergie à aider les autres. Et là, on pense tout particulièrement à Pierre Le Marchal, le père de Grégory, que Thomas a été rencontré à la maison Grégory Le Marchal à Rueil-Malmaison. Hello Thomas. Salut Pierre. Tu vas bien? Ça va, t'as trouvé la route? Ben facile. Voilà, dans notre belle maison, Bon, on s'était vu dans ta maison. Donc tu vas nous présenter la maison Grégory Le Marchal. Voilà. Donc on va te suivre pour cette petite visite. Puis j'espère te donner envie un peu. On va faire la visite. Alors pour vous aider à mieux comprendre pourquoi Pierre veut convaincre Thomas de rester, on vous propose de faire un petit retour en arrière. Au tout début de son périple, Tom est passé par Chambéry pour rencontrer la famille Le Marchal. C'est là que Pierre lui a parlé de la maison qu'il a créée avec sa femme Laurence et surtout qu'il s'est mis en tête d'y faire séjourner Thomas pendant quelques jours. Si un jour tu viens dans cette maison, on reçoit Thomas, on ne reçoit pas le patient muco. C'est-à-dire qu'on va s'occuper de la personne, on va s'occuper de ce qu'il y a dans ta tête, de ce qu'il y a des questions que tu peux te poser au niveau professionnel, personnel, relationnel, Ah oui, donc c'est une vraie sur plein de prise en choses. charge individuelle par personne. C'est assez extraordinaire parce que les gens viennent pour se réapproprier le soi. Mais il faut que tu viennes, Thomas, vraiment. Ah bah de toute façon, on va venir. Hein. Oui, mais il faut que tu viennes. va- Viens une semaine dans cette maison avec nous. Oh, une semaine. Et déjà pour te détendre, ça t'évitera tu vas oublier ta moto pendant une semaine Ah voilà, c'est et tu vas te détendre. Ça va être compliqué Mais bon, ça. ça c'est une autre histoire. Bon, Pierre n'a pas encore réussi à convaincre Tom de lâcher sa moto pour se poser une semaine entière, mais nous avons quand même voulu voir de nos propres yeux à quoi ressemblait cette fameuse maison et nous avons vraiment été impressionnés. Ici, l'objectif n'est pas de soigner, mais d'accompagner les personnes greffées ou sous cafetrio pour les aider à entrer dans la vie, la vraie. Et pour ça, on leur propose tout un éventail d'activités. Ici, on a à peu près une quinzaine d'intervenants, entre les profs de chant, les art thérapeutes, les socio-esthéticiennes, photographes, photographie extraordinaire. Les gens qui sont, les filles notamment, qui sont greffées, qui peuvent plus se voir dans une glace et qui peuvent plus se voir, quoi. Et dire non, pas de photo, moi, pas de photo. Et puis quand la photographe, qui est une pro de ça, elle les amène, et là elle fait des photos magnifiques avec ces personnes-là, elles n'en reviennent pas, quoi. C'est se réapproprier le soi. C'est la réappropriation de son corps, quoi. C'est exactement ça, quoi. C'est exactement ça. Ça, j'en ai jamais fait. Ouais. Ça, j'en ai jamais fait. Ça, c'est difficile en fait à expliquer parce que chaque semaine est différente, chaque personne est différente. La démarche des professionnels ici, elle est différente à chaque fois. C'est une remise à zéro à chaque Mais début oui. de stage. Quoi. Qu'est-ce que je fais face à quelqu'un qui se met à chialer, on ne sait pas pourquoi? Ah, qu'est-ce que je fais? Eh ben, il y a toujours une raison. Elle a besoin peut-être. Vas-y, lâche-toi. Alors donc ici, théâtre, chant, musique, photographie. Il y a plein de choses qui se passent ici. Ok. Et là, il y a un truc qui se passe. Enfin, il y a une âme dans cette Ah, pièce. il y a une ambiance hein, déjà. Et il y a tout ce qu'il faut. Il y a des fils qui pendent parce que j'ai voulu exprès faire pendre des fils parce que on se croirait dans un backstage de spectacle derrière les rideaux. On a voulu garder ce côté, on va dire, allez, studio d'enregistrement, Starac, où ça pend partout. On a l'impression que c'est joli d'apparence, mais il y a toujours des fils qui pendent, il y a toujours... voilà. On fait de la communication ici, faire du théâtre. Il y a du théâtre d'impro qui se passe ici, c'est difficile à expliquer. On ne s'attend pas à avoir une salle comme ça qu'on ouvre la porte. Ouais. C'est vrai que c'est surprenant. Il faut le vivre pour... voilà. À la maison Grégory Le Marchal, nous avons même pu croiser Marc Stern, qui a été le médecin de Grégory, mais aussi celui de Tom au moment de sa greffe. Donc on en a profité pour lui demander comment il vivait les progrès de ces dernières années en termes de traitement de la maladie. C'est sûr qu'il a fallu attendre les années 2010 pour commencer à envisager des choses, avec les premiers traitements qui étaient moyens, qui étaient mieux que rien, mais qui n'étaient pas du tout l'effet du cafetrio aujourd'hui. Et je ne peux pas dire ce que sera demain, mais il est probable qu'il y aura des super cafetrios et puis d'autres. Oui, là, c'est un peu la version de base. Oui, c'est la version initiale grossir un peu du traitement. C'est-à-dire que
probablement, dans quelques années, il est possible aussi que le Kaftrio, son effet s'épuise. On n'a pas encore suffisamment de recul pour être sûr, mais c'est une telle merveille, c'est un tel choc, que c'est un choc pour les médecins qui n'avaient pas attendu ça, c'est un choc pour les patients qui n'avaient pas envisagé que leur vie se transforme. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens qui, malheureusement, ont essayé le Kaftrio, mais que ça n'a pas marché? Parce qu'il y a une certaine dualité un peu de c'est pas normal, pourquoi ça marche pas chez moi. Mais ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas plus tard. Ça ne veut pas dire que le Kaftrio marchera plus tard, mais ça veut dire qu'il y aura des nouveaux médicaments qui seront plus adaptés à leur forme de mutation. Alors que la lutte contre la muco connaît depuis quelques années des avancées inédites et parfois même inespérées, Thomas a voulu boucler ce Tour de France en rencontrant un jeune, né 2 décennies après lui, et pour qui l'avenir avec la muco pourrait s'avérer complètement différent du sien. Impec. Tu veux la démarrer? Allez, vas-y. Mathias a 12 ans. Il a une forme assez rare de muco. Et le Kaftrio n'a pas vraiment d'effet significatif sur sa maladie. Mais l'ado est plutôt préoccupé par ses matchs de foot, ses compétitions de ping-pong ou ses copains du collège. Et il semble décidé à ce que la muco ne prenne pas trop de place dans sa vie. Je sais pas quoi dire. Si tu veux, on la fait pas. Hein. Si tu préfères qu'on la fasse pas, on la fait pas. C'est un problème. Toi, c'est des choses, t'as envie d'ajouter des choses. Ouais, si tu rencontrais quelqu'un qui était plus jeune que toi et qui avait la mucoviscidose, tu dirais quoi? Qui a envie de conseils. Bonjour. Ah, c'est un bon début, c'est bien. C'est bien. Déjà, on n'a pas tout loupé dans ton éducation. C'est pas parce qu'on est malade qu'on peut rien faire et qu'on est obligé d'être à la maison et d'être au lit. Ouais, ça c'est tout à fait vrai d'ailleurs. C'est très important d'avoir une vie sociale extérieure de la maison, parce que du coup, je suppose que quand tu es à l'école et que tu fais du sport, t'as pas l'impression d'être malade. Non. Voilà, c'est comme moi avec la moto, tu vois, je suis parti avec la moto au Cap Nord, pendant quasiment 2 mois, j'ai pas eu l'impression d'être malade, alors que c'était très très intensif. Donc toi c'est pareil quand tu es à l'école, tu as tes copains, tu fais du sport. J'y pense juste quand je vais manger au self. Oui, parce que tu récupères tes médicaments et ta bouteille, donc forcément ça te fait repenser que t'es un peu différent des autres. Mais sinon, c'est important de continuer à se battre, d'aller à l'hôpital même si c'est des fois un peu pénible, et d'avoir une vie sociale parce que ça c'est très important. Moi je sais qu'il y a quelque chose qui m'a frappée quand on a eu Mathias quand il était tout petit, on a rencontré la généticienne. Ça a été parmi ses premières paroles, elle a dit vraiment textuellement comme ça, elle a dit vous savez là votre fils il a une maladie grave, mortelle et incurable. Ouais, pour moi ça pose donc, ça a posé la chose. Ouais. Voilà, j'avais un bébé d'1 mois dans les bras, voilà ce qu'on m'a posé, voilà l'avenir qu'on m'a donné en fait. D'accord. Il y a eu beaucoup de peur, il y a eu beaucoup d'angoisse, il y a eu beaucoup d'interrogations à se demander comment on allait nous gérer ça, comment on allait pouvoir le soutenir, comment lui allait évoluer. Et voilà, des fois je me dis aujourd'hui il a 12 ans, il y a eu des hauts et des bas, c'est pas toujours évident. Je touche de la peau de singe, il va bien, il va plutôt bien, et on sait aussi que c'est... Ça ne veut pas dire qu'il ira bien plus tard, mais moi ce que je vois c'est que c'est un petit garçon. Voilà, j'ai beaucoup plus d'espoir que je n'en ai eu il y a 12 ans, et je le vois grandir. C'est vrai qu'après les médecins sont très factuels, mais très durs. c'est ça, voilà. Mais d'un autre côté c'est un peu leur boulot. Mais ils ont raison, voilà, en même temps on a besoin de ce choc-là, il faut le savoir, c'est pas le monde des bisounours, on n'a pas besoin de nous dire que tout va être bien, c'est faux. Non, parce qu'à contrario, s'ils vous font espérer quelque chose qui n'arrive pas, là vous pouvez vous retourner, et là, on peut se retourner contre et vous dire mais... ça aurait été mieux de me dire clairement les choses dès le début. Mais c'est ça. Moi, je le vois que c'est un garçon de 12 ans qui s'épanouit, qui grandit, qui avec, fait du sport, qui se fait des copains, qui est au collège, qui va bien, qui est au collège. Et voilà, moi, ce que je vois dans 10 ans, ça sera une version plus adulte, mais une version plus grande, plus adulte, mais qui aura vécu plein d'expériences, qui sera fait plaisir. J'ai pas envie de me projeter, j'ai pas envie d'imaginer, mais ce que je vois maintenant, ça... Oui, résolument encourageant. Ça me fait... Voilà, je suis contente de voir ce qu'il devient. Je suis contente de voir comment il évolue. Ouais. A contrario de ce discours, effectivement, qui avait été un petit peu dur avec les mots que tu as utilisés, quand on est rentré au CRCM, donc à l'époque c'était à Robert Debré, moi j'ai vécu un moment où je me suis senti mieux en tant que parent, où on m'a dit non, mais un enfant qui naît en 2012, c'est un enfant qui va grandir, c'est un enfant qui va avoir un travail, qui va devenir adulte. Et c'est vrai que moi j'ai plus retenu ça m'avait
plutôt on est plus sur un discours encourageant, là, pour le coup, c'est moins... ça. Voilà. C'est moins dur, c'est plus positif et encourageant. Ouais. C'est ça, parce que quand on prend cette maladie dans la tronche en tant que parent, on se dit, mais je vais vivre la fin de mon enfant, quoi. Enfin, moi, c'est une des premières choses que... Et donc, c'est vrai que on avait vraiment été bien accompagnés dans le CRCM, et moi, je sais que on a toujours des moments un peu clés dans notre vie de parents sur ce sujet-là, et ces paroles-là m'avaient beaucoup apaisé. Et effectivement, je suis vraiment dans cette optique, exactement comme ce que tu viens de dire, hein, que Mathias va grandir et qu'il aura peut-être pas une vie aussi simple que d'autres, mais moi j'ai très confiance en lui et confiance aussi dans le fait que tous les efforts sur la santé qu'on a fait aujourd'hui et qu'il fera demain vont être bénéfiques et qu'il va avoir une vie où il va pouvoir faire des choix, il va pouvoir travailler, il va pouvoir avoir accès à des choses. Et déjà par rapport à ce qu'on a ressenti quand il est né, je trouve ça génial, quoi. J'ai eu une énorme admiration pour les parents de Grégory Le Marchal en tant que parent, dans le sens, quand on a un enfant, on vous annonce une maladie, forcément on a un réflexe de vouloir le protéger, de se dire qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour que ça aille. Et c'est aussi trouver cette force de laisser. Ah, ça, c'est pas facile, laisser vivre, de se dire il va prendre des risques, peut-être que ça va le plus le fatiguer, peut-être que ça va jouer sur sa santé, peut-être que ça jouera. À ce moment-là, je me suis dit que c'était aussi un modèle de ce qu'on voulait devenir en fait en tant que parent, c'est-à-dire réussir quand même à lui apporter qu'il vive sa vie. Voilà, lui apporter une sécurité, mais en tant que parents normaux, mais dans du coton, etc. Et on a toujours été dans cette philosophie de se dire oui, il a une maladie, mais en fait de ne pas prendre le costume de victime et de se dire voilà, c'est une contrainte, mais on va vivre quand même. Voilà. Vivre vraiment, c'est finalement ça la quête qui unit chacun des personnages que Tom a rencontrés pendant ce Tour de France. Émilie, la cavalière, aujourd'hui future maman, un rêve presque intouchable pour beaucoup de malades. Sonia, qui malgré la sévérité de sa muco et la difficulté de se remettre d'une greffe, a su s'accrocher à son envie de dessiner pour aider et guider les autres. Pierre, qui a porté jusqu'au bout le destin incroyable de son fils Grégory et qui se bat aujourd'hui pour tous ceux qui sont encore là. Mathias, pour qui tout est encore à écrire et à inventer du haut de ses 12 ans. Autant de destins dont Tom se nourrit aujourd'hui et dans lesquels il puise lui aussi de la force pour continuer à vivre. Tout simplement à vivre.